et merci d'être venu aussi. Nous sommes heureux de vous accueillir ici, dans les showrooms donc, de l'Essismo Project et de Lucho. Et c'est aussi pour inaugurer, si on peut dire, une série d'événements que nous souhaitons organiser autour des thèmes donc, de l'art et la mode. Et comme les deux entités peuvent se mélanger et peuvent s'enrichir l'un avec l'autre. Donc, juste une petite introduction. L'Essismo Project existe déjà depuis 2019. C'est une petite entité que j'ai créée en fait, à cette époque-là pour promouvoir comment on peut dire, les œuvres des jeunes artistes, mais de l'art qui étaient déjà insérés dans la mode, parce que ce sont déjà des artistes qui travaillaient dans l'illustration des modes. Vous voyez certaines œuvres, par exemple, derrière vous, et ce sont des artistes que j'ai continué à exposer, ou qu'ils ont fait aussi, avec qui j'ai fait des expositions personnelles dans le passé. Après, il y a eu des petites expositions Studio Holo, au Palais Royal, avec une collection printemps-été et automne-hiver, et c'est à ce moment-là que les deux entités se sont mélangées pour créer comme une espèce de cabinet de curiosité contemporain où c'est mélangé un peu d'art, un peu de mode, mais surtout avec des accessoires, parce que je suis passionné d'accessoires et collectionneur aussi un petit peu, voilà. Et donc voilà, les deux ont fusionné, et après, bah, voilà, on est ici avec cet nouvel espace qui a ouvert au mois de juillet donc, de l'année dernière. Pourquoi ces rencontres qu'on souhaite mettre en place? Parce que j'ai souhaité aussi, comment on peut dire, partager des choses avec vous et les partager aussi d'une façon un peu plus informelle. C'est-à-dire qu'avec des échanges qui soient un peu plus faciles à se faire. Donc il y aura, comment on peut dire, des rencontres qui vont se faire dans les mois à venir. Donc vous serez, si vous êtes intéressé, vous serez donc informé. Mais c'est quelque chose que je voudrais un peu plus facile à faire, pas quelque chose de trop, comment on peut dire, pas trop complexe. Voilà. Et comment on peut dire, pour cette première rencontre, Olivier, comment on peut dire, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Châtenay qui va ouvrir donc cette série de rencontres. Pourquoi Olivier? Après je vais lui donner la parole. Parce que, déjà parce qu'il aime, comme moi, la collection Yves Saint Laurent de 1971. Voilà. Il est un grand passionné un peu comme moi. Et parce que quand je l'ai connu, et je suis allé dans son showroom, qui partage avec sa fille Angèle, j'ai trouvé que c'était un grand observateur en général. Donc j'ai remarqué cette chose-là qui m'a beaucoup touché. Et après, parce que aussi, il a une façon de travailler un peu, je ne dis pas ça dans le sens négatif des termes, mais un peu à l'ancienne. C'est-à-dire, voilà, il fait beaucoup de recherches, il aime bien voilà, regarder la presse, même l'accueil qui m'a fait et qu'il a fait dans son showroom, je trouve que ça m'a rappelé un peu l'accueil qu'il faisait ma tante à Florence quand elle recevait les clients à la boutique. C'est-à-dire, il est avec les clients, il lui explique, les personnes essayent les vêtements et tout ça. Et ça m'avait beaucoup touché, donc c'est pour ça qu'avec grand plaisir, il a accepté de venir ici et de partager cette première chose avec moi, avec nous. Donc, si tu veux te présenter un peu, je te laisse parler un peu. Oui, alors, tout à fait. Alors, bon, donc je suis Olivier Châtenay. En fait, on s'est rencontrés effectivement dans ce showroom qu'on anime avec Angèle, où on vend aussi du vintage et des accessoires. Bon, pour vous brosser un tableau très rapide, moi je viens de la mode, je suis styliste au départ.
commencé à travailler dans les années 80 auprès de M. Alaya, puis de Thierry Mugler. Et ensuite, j'ai, on va dire, pour la faire très rapide, monté des projets, j'ai initié des projets personnels en termes de mode, des entreprises, voilà, avec ma partenaire, mon ex-épouse de l'époque, qui s'appelait d'abord Mario Chanel, la première, et ensuite E2, qui était, alors là, une histoire à partir de 2000, qui était beaucoup plus sur le vintage, donc c'était déjà du vintage retravaillé, c'était déjà une toute autre histoire, déjà beaucoup plus axée effectivement sur la pièce unique. Et en parallèle de ça, j'ai collaboré, enfin j'ai continué de faire mon métier aussi auprès de pas mal d'entreprises, et là le spectre est très large. Ça va vraiment de la grande distribution, ça va de la Redoute à Hermès, on va dire en gros, quoi. Voilà. Hermès, on dessinait le prêt-à-porter, la Redoute aussi, où on a fait la direction artistique de pas mal de pages de mode, etc. Enfin, je vous cite ça, c'est vraiment les deux, pour vous situer un petit peu des extrêmes, mais on a travaillé pour pas mal d'entreprises. On a fait la direction artistique de Léonard aussi, par exemple, pendant 4 saisons. Enfin bref, voilà, c'est émaillé de pas mal d'expériences comme ça. Et donc, en fait, c'est un peu à partir de 2000, avec cette histoire qui s'appelait donc et vraiment construite sur à l'époque, on appelait ça de la customisation, maintenant on dit un peu, ça a été plutôt, enfin bref, le vocabulaire a changé, mais la nature de l'histoire est la même. Là, je me suis intéressé beaucoup plus au marché du vêtement d'occasion, on appelait ça comme ça à l'époque. Voilà. Et parce que en fait, c'était tout simplement notre matériel de travail. Voilà. Et il se trouve que, en parallèle de ça, ou peut-être d'une façon concomitante, parce qu'on achetait beaucoup de pièces à l'époque, on s'est mis à en mettre de côté, et en fait, c'est devenu une espèce d'accumulation à partir de la fin des années 90, on va dire vraiment début 2000, ça a vraiment correspondu à l'époque vraiment au début de E2. Il y a eu une sorte d'accumulation, on va dire pour parler poliment, qui s'est produite et qui petit à petit est devenue une collection. Je le dis parce que très souvent on me demande mais comment vous avez fait cette collection, machin, etc. Ça s'est vraiment fait à mon insu en fait, c'est-à-dire qu'au départ, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en avait tellement qu'il a fallu prendre des décisions et en faire quelque chose, trouver des solutions logistiques à ça. Et les solutions logistiques, bien sûr, c'est classer, ordonner, photographier, et puis après, éventuellement, si on souhaite, documenter, etc. Voilà. Et donc, petit à petit, cette accumulation est devenue une collection. J'ai de moins en moins travaillé en tant que styliste, et de plus en plus avec cette collection. Et en fait, cette collection est devenue finalement aussi pour moi un outil de travail, puisque j'ai fait des expositions en France et ailleurs, avec des parties de cette collection, et puis différentes collaborations. Si je me permets de couper, vous en avez fait une merveilleuse chez Joyce. Ah ben merci, oui, on a, chez Joyce, on a fait des choses assez amusantes, parce que c'était très... oui, c'était très mélangé. Ah ouais. C'était très mélangé, c'était beaucoup plus du stylisme là en fait. Et c'est d'ailleurs grâce à chaque expérience, comme ces expériences de présentation chez Joyce, d'exposition chez Joyce, ça m'a aussi ouvert des portes, puisqu'à la suite de Joyce, Karine Rothfeld par exemple est venue la voir, et c'est comme ça qu'elle m'a proposé du travail. Enfin après les choses se sont enchaînées un peu comme ça, et puis il y a eu le projet du film de Bertrand Bonello qui m'a vachement occupé, le Saint-Laurent aussi. On en parlait là. Voilà. Enfin bref, voilà, différentes choses qui ont fait que c'est devenu un outil de travail qui a continué de grandir, de se développer, et à tel point qu'il y a à peu près 2-3 ans, c'est devenu un peu lourd pour moi à gérer et à porter. Voilà, et donc j'ai décidé petit à petit de me séparer de cette collection, et donc j'ai dû trouver des solutions. J'étais pas du tout j'étais vraiment sans désir de propriété, donc j'étais vraiment prêt à m'en séparer, mais simplement je voulais pas renoncer à la valeur que représentait pour moi le fruit de ce travail qui avait été de réunir toutes ces pièces. Et en fait, j'avais envie de m'en séparer, mais je voulais m'en séparer et que ça reste dans son entier, que les collections restent entières, qu'elles ne soient pas divisées.
tu es déjà en train de répondre à ma première question. Ah bon, d'accord. Bon, bah, alors, non, non, mais c'était pour dire voilà, là où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Et donc, depuis 2-3 ans, voilà, je me suis adressé d'abord parce que je connaissais des gens dans les maisons, etc. J'ai commencé avec Kenzo, et donc j'avais. Parce que cette collection, il n'y avait pas que Saint-Laurent, il y avait beaucoup d'autres choses, mais principalement, voilà, un petit peu toutes les vedettes, on va dire, du prêt-à-porter créatif des années 60-70. Donc j'avais essayé de, voilà, je me suis intéressé à Kenzo, à Chloé quand c'était Karl Lagerfeld, à Sonia Rykiel, et même à des produits plus industriels que je continue de trouver intéressants aujourd'hui, comme Cacharel ou Daniel Eschler, ou des produits comme ça, qui étaient considérés comme des produits très créatifs à l'époque où le prêt-à-porter était. Bref, donc j'avais tout ça, et j'ai commencé par Kenzo. Alors évidemment, ça correspondait aussi, ça coïncidait à une époque aussi où les maisons commençaient à s'interroger très sérieusement sur leur patrimoine et la valeur de leur patrimoine. Donc je tombais finalement assez bien et j'ai trouvé assez bon accueil en général avec les maisons que j'ai contactées. Donc j'ai commencé par Kenzo parce que pour moi c'était ce que je considérais comme un petit morceau. Il y avait à peu près, je ne sais plus, 350 pièces, on va dire, sur les 10 premières années de Kenzo. Donc ils ont acquis. Et ensuite, parallèlement à ça, je me suis adressé à Saint-Laurent. Alors à l'époque, j'étais encore en mission au musée, justement. Mais alors, je me suis adressé à Madison Cox en premier, donc pour lui faire part du fait que je souhaitais me séparer de cette partie de la collection qui était aussi la plus importante pour moi, puisqu'il y avait plus de 4000 pièces. Et en fait, Madison m'a fait comprendre que lui, c'était pas dans ses priorités. En tous les cas, ils n'étaient pas dans cette stratégie d'achat. Et donc, du coup, je me suis tourné vers la marque, en fait, et Saint-Laurent, qui s'appelle Saint-Laurent Paris aujourd'hui, qui n'a pas de. Finalement, bref, je ne vais pas vous développer l'histoire pour quelles raisons le prêt-à-porter ne disposait pas de ses archives, mais enfin, disons que chez Saint-Laurent Paris, on m'a aussi très très bien accueilli. Je connaissais un petit peu Anthony, et donc voilà, ça s'est fait grâce vraiment avec l'aval d'Anthony Vaccarello. Et évidemment, la volonté très nette, très rapide et très forte de Francesca Bellettini. Voilà. Donc j'ai fait Saint-Laurent, et là, depuis, j'ai reproduit la même chose avec Chloé. Voilà. Voilà où j'en suis, mais il m'en reste encore beaucoup. Bon, on va... Voilà pour une rapide... On va commencer avec quelques questions. Je voulais aussi vous dire que ici, donc, dans cet espace où vous êtes, il y a justement un hommage à Yves Saint-Laurent, les 60 ans, qui a été donc construit, c'est vraiment une construction, avec Olivier pour la partie vêtements, que malheureusement j'étais obligé d'enlever parce que bon, pour vous donner les flashs, mais il y a une petite sélection aussi, il y a eu une petite sélection des vêtements d'Olivier, mais vous avez encore des choses un peu partout, d'accessoires, etc. Bon, bref. Donc, Olivier, tu as possédé la plus grande et la plus importante collection, si on peut dire, des pièces vintage Yves Saint-Laurent. Mais pourquoi 4000 pièces Yves Saint-Laurent pour s'en défaire après? C'est-à-dire, pourquoi tu as choisi Yves Saint-Laurent pour faire cette collection? Alors, je précise que c'était quand même principalement une collection sur le prêt-à-porter, sur la rive gauche, et avec les accessoires, il y avait une petite partie de couture, 100-150 pièces à peu près, mais principalement c'était de la... Pourquoi Eh bien, en fait, c'est très simple, c'est parce qu'en fait, à un moment donné, je me suis rendu à l'idée que c'était le travail le plus intéressant qui s'était fait sur le prêt-à-porter. Et même si c'était un couturier au départ, je trouvais que... Et j'avais d'ailleurs, à ce titre, j'avais quand même pas mal changé d'idée, parce que moi je suis un kid des années 80, et très franchement, dans les années 80, Yves Saint-Laurent, c'est plus ses heures de gloire. Hein. Enfin, je vous le dis parce que je m'en souviens, je viens de cette génération, et donc j'ai commencé mon travail à cette époque-là, et très franchement, on regardait plus Saint-Laurent.
quand on a 20 ans dans les années 80, franchement, on ne regarde pas Saint-Laurent. Donc ça veut dire qu'à ce C'était moment-là... passé. Donc je suis passé vraiment, moi j'ai jamais été employé à la mode. Oui, mais chez ça Saint-Laurent. veut dire que pour collectionner autant de pièces, tu as pensé tout de suite, tu as senti tout de suite qu'il était quand même précurseur et la chose que tu titillais un peu, pas tout de suite, pas tout de suite, j'en ai eu comme d'autres choses. Et effectivement, comme finalement à la fin c'est quand même plus le vêtement qui m'intéresse que la mode, c'est vrai que je me suis intéressé en particulier au travail de M. Saint-Laurent et dans ce travail en particulier à son travail sur le prêt-à-porter, parce que en tous les cas, moi il m'est apparu évident que c'était le travail le plus juste, le plus précis, le meilleur en fait, le meilleur, et c'est ce qu'il a été d'ailleurs, puisqu'il a eu notamment à partir au tournant des années 60 et dans toutes les années 60 jusqu'au début des années 80, on va dire, il a eu une influence quand même majeure sur le milieu de la mode en général, que ce soit en France ou même et à l'étranger. Voilà. Donc en fait ça s'est fait un peu sur le tard, parce que franchement dans les années 80 j'étais pas du tout là-dessus. Et quand on a commencé à accumuler tous ces vêtements, effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de Saint-Laurent qui sortaient du lot, et notamment des vêtements extrêmement classiques, extrêmement précis, extrêmement bien faits. Et voilà, et petit à petit, je m'y suis intéressé, et c'est vrai que petit à petit, je me suis pris au jeu, voilà. Et tu trouvais où les premières pièces, par exemple? Ça a changé. À l'époque, on allait au Puce. Moi, les premières pièces, j'en ai trouvées chez Guérissol. Voilà. On allait j'en trouvais pas mal au Puce. Montreuil, c'était le même? Pas tellement Montreuil. Moi, j'allais à Clignancourt à l'époque. J'allais au marché Malick. Il y avait encore Montreuil un petit peu. Mais on n'était pas du tout dans les mêmes. C'est un marché, c'est aussi un milieu et un marché, le marché de ce qu'on appelle le second marché aujourd'hui. C'est un truc qui s'est développé à partir des années 2000. Hein. Avant, ça n'existait pas. Enfin, moi, j'en ai acheté, parfois, j'en ai acheté même en grande quantité à Drouot, dans des manettes, pour trois fois rien, parce que personne n'en voulait et qu'il n'y avait personne dans la salle pour l'acheter. Ça s'est fait comme ça. Donc maintenant, maintenant, on achète sur Internet, on achète dans les ventes aux enchères. Oui, c'est un changement. C'est une chose qui s'est rationalisée, qui s'est construite, c'est devenu un marché. Depuis quelques années, c'est devenu un marché énorme, oui, le marché aussi vintage, que ce soit les vêtements ou des accessoires. Et d'ailleurs, de cette façon-là, on peut aussi voir quand même la qualité de ces vêtements. Enfin, je parle du travail de M. Saint-Laurent parce que ça reste quand même aujourd'hui une des dans le prêt-à-porter, en tous les cas, une des choses les mieux cotées et encore les mieux portées. Voilà. C'est encore une chose qui, d'ailleurs, c'est encore la valeur de ce prêt-à-porter aujourd'hui. On le trouve dans le fait que les filles veulent en porter, en fait, c'est ça. On reviendra justement après à la fin sur comment on peut dire, la signification des Saint-Laurent de l'époque maintenant. Mais bon, il y a une autre question que je voulais te poser sur les. Donc tu as donné donc des vêtements pour les fameux films Saint-Laurent de 2014 de Bonello, qui était celui qui a reçu comment on peut dire, qui n'avait pas l'aval de Pierre Berger, n'est-ce pas? Et qui était celui un peu plus sulfureux, on dit ça en français. Oui. Ça. Mais peut-être une œuvre voilà. Un peu plus personnelle. C'était bien. Oui. Est-ce que ça t'a plu aussi? Ça m'a plu parce que j'ai appris plein de choses. J'ai découvert tout un milieu professionnel que je ne connaissais pas, c'était vraiment le cinéma. En fait, c'est moi qui ai. C'est vraiment. Quand j'ai appris que ce projet allait se monter, en fait, c'est moi qui ai pris contact avec Bertrand Bonello et je lui ai dit ce que j'avais, je lui ai dit que son projet m'intéressait. C'est comme ça que ça s'est passé. Et il se trouve que tout de suite après, le projet de Jalil Lesper est arrivé à la surface. Ça a été un peu compliqué parce que moi j'avais déjà collaboré notamment à des expositions avec le musée, donc j'étais un peu en lien avec M. Berger, etc. Et qu'à un moment donné il a fallu choisir et que très franchement le projet qui m'a le plus intéressé était celui de Bertrand Bonello. Et voilà, donc j'ai dû choisir et j'ai suivi Bertrand Bonello sur la préparation du film d'abord. Donc même sur l'écriture du scénario, comme moi je venais de ce milieu et Bertrand, c'était pas son cas, je l'ai conseillé déjà sur l'histoire, un petit peu en elle-même. Après il a gardé ce qu'il a voulu de mes conseils.
Voilà. Et puis après, le scénario, la préparation du film et le tournage, j'étais sur et le tournage avec Anaïs Roman, donc la directrice des costumes, voilà, jusqu'au bout. Donc Voilà. ça veut dire que tous les vêtements et les accessoires venaient de ta collection, en fait, si on peut dire. Alors il y a toujours, dans les films en costume, il y a toujours un atelier qui se monte avec des pièces qui sont faites, là c'était le cas, hein, et notamment sur les scènes de couture, etc. Moi j'avais pas les pièces pour... D'accord, donc ça aurait été refait. Elles ont été refaites, mais souvent à partir de documentation que j'avais à donnée. partir des Voilà. fameux documents. Et donc j'ai aussi, voilà. je suis allé voir Anaïs souvent à l'atelier, on a regardé les pièces, on a fait les essayages, enfin bref, comme on fait une collection. Hein. Est-ce qu'il y a un événement particulier de ce film que tu retiens, une espèce d'anecdote, quelque chose qui t'a particulièrement touché, je sais pas. Ah ben le film, ouais, je dirais que c'est même après le film. Pour moi, c'est la remise du César. Hein. C'est le fait d'avoir, c'est pas moi qui l'ai eu, c'est Anaïs. Il a été remis à Anaïs, mais pour nous, ça a été vraiment une, je vais pas dire une victoire, mais disons que c'est vrai que ça avait été un peu difficile par rapport. Il y avait une espèce de concurrence qui s'est montée entre les deux films, dont d'ailleurs les deux réalisateurs étaient désolés, mais il y avait cette espèce de truc un peu comme ça, de concurrence un peu désagréable. Et c'est vrai qu'on a été content quand même. Mais t'as aimé les résultats. Ah ben oui, oui, bien sûr que j'ai aimé le résultat. Ah ben oui, 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 je dis pas que voilà, c'est pas mon œuvre hein, oui, non plus. Mais hein. Et c'est une fiction. Donc, oui, 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 bien sûr. Il y a quand même on a habillé, avec la collection, on a habillé tous les personnages principaux. La plupart des scènes avec les personnages principaux. Voilà. Amira Kazar, Léa Seydoux, Gaspard Huliel, etc. Voilà. Et qu'est-ce que c'est devenu, si je peux me permettre, ces collections après le tournage? Alors, vous parlez de quoi? Des vêtements qui sont réalisés ils sont, en fait, ils ont été donnés, ils ont été donnés à la Cinémathèque. Voilà. Qui dispose d'un grand fond. Ouais, c'est intéressant. Voilà. Ils en ont fait don à la Cinémathèque. Alors, une autre question. Donc, j'ai entendu dire, mais on en avait parlé aussi entre nous, qu'entre 1967 et 1976, ce sont les années plus lucratives de la carrière d'Yves Saint Laurent. C'est vrai? Pourquoi? Oh, c'est un peu réducteur, c'est pas. Non, non, on mais. en a parlé un peu. Oui, non, non, mais bien sûr, mais après. Je voulais avoir juste ton après, il y a le point de gouffre. vue. Non, Voilà. mais après, il y a aussi le gouffre qui intervient, il y a plein de choses. Disons, non, on peut. Et Yves Saint Laurent, il a commencé sa carrière en 62, il a commencé le prêt-à-porter en 66. Son vocabulaire s'est construit et s'est développé aussi avec le temps. On ne peut pas dire que tout était là en 62, hein, loin s'en faut, hein, au contraire. Mais je pense qu'il trouve, l'expression, vraiment l'expression de son style. Je pense qu'effectivement, il la trouve dans la deuxième partie des années 60. En tous les cas, on va voir que tout au long de sa carrière, les bases, il les construit à cette époque-là, celles qu'on va retrouver tout au long de sa carrière. Voilà, on va retrouver toujours, en tous les cas, elles sont produites à cette époque-là. Et puis après, voilà, on va dire jusqu'à la fin des années 70, il va aller un petit peu dans tous les sens qui vont à la fin construire l'ensemble des fondations de son style, que ce soit le folklore, il y a eu des collections très folkloriques, il y a eu des collections très minimales, il y a eu, voilà, enfin disons que en tous les cas, toutes les typologies de collections, en fait, il les produit à la fin des années 70, on va dire qu'il a tout fait. Voilà. Donc on peut quand même affirmer qu'il était quand même précurseur dans ces années-là pour un certain style, disons, qui après il a été utilisé même par lui-même, les collections après 80, 90, etc. Oui, tout à fait. Il y a la fameuse la collection de 71 qui va être un truc un peu, on va dire, nostalgique à l'époque, etc. Mais qui est quand même le début de ce qu'on a appelé après le rétro, qui va être vraiment une tendance très très lourde dans les années 70. C'est lui qui l'initie. Oui, parce qu'on peut dire que même déjà avec la fameuse collection de 71, qu'on dit la collection du scandale, il a été quand même déjà assez précurseur parce qu'il a cassé avec ses collections avant
Et ben, il a fait quelque chose qu'on peut dire que c'était du vintage à l'époque. Oui, Même si oui, je n'avais pas encore les mots, on n'était pas encore dans cette situation-là, mais ça a Ben, été assez avant-garde quand même. Oui, ça c'est une chose très nouvelle. C'est une chose très nouvelle dans la mode, c'est une chose voilà. très nouvelle dans la mode parce que jusqu'en 71, on cherche à créer, et notamment Pierre Cardin et tous ces, Voilà. ces couturiers de l'époque disaient moi je cherche à créer quelque chose qui n'existe pas, et donc l'idée de se servir de quelque chose qui avait déjà existé, ça a quand même été quelque chose de très nouveau, et c'est pour ça que ça a été d'ailleurs aussi, voilà, beaucoup critiqué Oui, pour ça, voilà. parce que les gens avaient ne comprenaient pas. voilà. Bon, Après il se trouve que c'était des références à une époque qui était difficile pour beaucoup de monde en plus, mais il y avait plus les chaussures, oui, qui a été une époque de difficulté pour beaucoup de femmes, hein, pour certaines, de le revoir, effectivement, ça renvoyait pas à quelque chose de l'ordre de la joie ou du plaisir. Voilà, mais les jeunes, en revanche, ont aimé tout de suite, ça a marché tout de suite. Ça a marché tout de suite, et d'ailleurs, cette idée de rétro, comme la plupart des grandes idées de Saint-Laurent, d'ailleurs, de M. Saint-Laurent, ce sont des idées qu'il va capter, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui sait. Son plus grand talent, c'est de comprendre vraiment son époque. Et c'est pour ça que, voilà, là il se trouve que c'est Paloma Picasso qui a les opus, c'est elle qui lui a quand même. Et d'ailleurs, à la toute fin de la collection de l'hiver 70, celle qui précède 71, il y a 3 silhouettes complètement 40, etc. Parce que c'est les 3 seules qu'ils ont eu le temps de faire avant la présentation. Mais ça préfigure déjà de la collection suivante, et c'est l'époque où vraiment, où il a rencontré, où il s'est rapproché de Paloma Picasso, qui elle-même s'habillait complètement en puce à l'époque. Voilà. Et donc, pour toi, c'est quoi les styles Yves Saint Laurent? Si tu résumer à quelques... quelques mots. Non, c'est pas vraiment un piège. Le style, c'est bien d'ailleurs, c'est un mot assez juste, parce que je pense que, c'est mon point de vue, je pense que M. Saint-Laurent est plus d'ailleurs dans ce sens-là un styliste qu'un créateur. Oui, on avait parlé. Oui, c'est un grand couturier dans le sens classique du terme, etc., puisqu'il est passé par Christian Dior. Voilà. Mais disons que c'est quelqu'un qui va avoir l'intelligence de savoir et de comprendre avant les autres, en regardant son époque, ce dont les femmes vont avoir envie. Et ça, c'est un talent qu'on ne peut pas lui prendre. Et c'est une chose, c'est une chose assez unique, c'est un don de la nature, il a eu cette chance, et après il a eu aussi l'intelligence de réfléchir à ce qu'il pouvait offrir au travers de son métier, d'offrir aux femmes, et c'est comme ça que s'est développé tout son travail autour de la garde-robe féminine, vraiment empruntée aux hommes. En fait, c'est venu comme ça, c'est-à-dire qu'il a été quand même le premier à observer que les hommes avaient un turnover beaucoup plus lent dans leur garde-robe, avec des vêtements qui duraient beaucoup plus longtemps, et qui regrettait que les femmes n'aient pas cette chance aussi. Et en fait, c'est comme ça qu'il a mis au point toute sa garde-robe qui souhaitait finalement la plus juste, la plus parfaite. Et donc, c'est pour ça qu'il a développé toutes ces bases classiques finalement qui sont devenues l'image de son style par la suite. Et finalement, presque un danger pour la suite de sa carrière, parce qu'effectivement, à un moment donné, quand on a fait des vêtements parfaits, c'est très difficile de continuer à travailler. Voilà, ça a été un peu, je pense, son problème, notamment dans les années 90. Tu penses que ces styles, aussi, qu'est-ce qu'on appelle vraiment les styles Saint-Laurent, il était présent aussi dans une époque comme les années 65-70, c'était présent vraiment, c'est-à-dire les personnes s'habillaient aussi dans les soirées, dans les boîtes de nuit, dans les discothèques. C'était quelque chose qui était quand même, on voyait aussi dans cet endroit-là. C'était pas quelque chose qui était seulement cloisonné à des personnes qui allaient acheter. Ils les portaient vraiment. C'était
Ah oui, C'était non, non. très. Non, et puis très vite, il a fait ses. C'est qu'est-ce qu'on comprend du film, par exemple. Ouais. Il y a des scènes, des Bah, fêtes, c'est-à-dire voilà, que, et on voit les personnes alors, qui sont le habillées, discours vraiment de fond de M. Saint-Laurent à ce propos, c'est qu'il dit voilà, il y a des vêtements de fonction et il y a des vêtements de séduction. Voilà. Et en fait, les vêtements de jour sont là pour rendre service. Il faut des vêtements qui soient simples, qu'on puisse remettre souvent, qu'on puisse. Voilà, donc il a été le premier aussi à dire vous gardez, voilà. Vous avez votre pull noir, votre jupe noire, et puis le soir, vous mettez 3 bijoux et vous sortez, ça vous évite de vous changer, vous avez plus besoin. Il était dans cette espèce de modernité quand même, parce que la mode, c'est aussi un mode de vie, c'est la façon dont on vit, et il a été le premier à comprendre qu'il y avait tout un processus qu'il fallait actualiser. Lui, parce qu'il était jeune aussi, et que c'est dans les années 60, voilà, c'était quand même la jeunesse qui à un moment donné souhaitait s'exprimer et se représenter de la façon dont elle le souhaitait, et voilà, c'est ça qui l'a accompagné, quoi. C'est ça qui l'a accompagné. Et une dernière question, après on vous laisse aussi poser des questions, parler, discuter. Il y a quelque chose, moi, depuis quelques années, ça m'a toujours à moi-même posé des questions et tout ça. C'est-à-dire, et là je te la pose à toi, cette question, comment cette mode dont on vient de parler, c'est-à-dire toute une mode qui est considérée, disons, vintage maintenant, comment elle est reçue, comment elle est vécue aujourd'hui par cette nouvelle génération? Qu'est-ce que tu penses vis-à-vis de ça? C'est-à-dire que, voilà, bon, là, on est dans une période très particulière parce que les vintage à la mode, bon, voilà. Mais si on enlève de ces discours-là toutes les personnes qui sont des amateurs de vintage, comme par exemple nous, voilà, et la nouvelle génération, c'est-à-dire tous ces jeunes, comment ils reçoivent ça, selon toi? Il faudrait leur demander à cette nouvelle génération. Non, mais est-ce que tu as disons que par rapport à ton expérience, par exemple. Mais moi, je pense que le vintage, c'est simplement la voie la plus simple pour accéder à un vêtement de qualité à un prix qui n'est pas prohibitif. Voilà, c'est tout. Je pense que, alors après, il y a tout ce qui se passe aujourd'hui par rapport à l'époque, enfin par rapport à la planète, etc., où on se pose quand même des questions sur ce qui est utile et ce qui est nécessaire. Mais enfin, je ne sais pas, il faudrait donner la parole à la génération qui s'habille en vintage aujourd'hui, mais en fait... Oui, mais il y a aussi toutes ces plateformes de vente en ligne, de seconde main, qui font que les gens... Mais ça continuera, c'est pour ça que je pense que c'est pas... je pense qu'on est... Enfin, ça fait quand même un moment maintenant, le vintage, ça fait 20 ans qu'on en parle, hein, c'est plus... je pense que ça a Oui, mais maintenant, c'est devenu vraiment... depuis quelques années, ça s'est agrandi. Oui. Ça a un grand marché. C'est au-delà du marché de la mode. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui va s'inscrire sur la durée. Je pense que ça va même d'une façon tout à fait définitive. Je pense qu'il y a un truc qui va faire partie de la garde-robe de n'importe qui dans les 10 ans, 20 ans qui viennent. Tout le monde aura du vintage dans son armoire. Ça, je pense. Et puis aussi parce qu'il y a une durabilité. Alors je ne le dis pas... Voilà, il y a une vraie durabilité. C'est vrai que parfois, des clientes, quand je veux absolument les convaincre, je leur dis qu'à la fin de la saison, le vêtement qu'elles peuvent acheter là, il ne sera pas soldé à 50%, il aura pris 50%. Et ça, c'est quand même un argument. Ben oui, c'est vrai, parce que le vintage aussi, parce qu'il se raréfie, il ne perd pas de valeur, il en prend. Donc évidemment, ça va se déplacer, parce qu'il y a des sources qui se tarissent, il y a des choses qu'on va trouver de moins en moins. Donc les prix continuent d'augmenter et puis les choses se déplacent. Le 80 ou 90, c'était pas considéré comme séduisant il y a 10 ans, mais aujourd'hui, finalement, voilà, il y a plein de choses qu'on trouve intéressantes là-dedans. Je t'ai posé cette question aussi parce que, bon, on y va franchement, mais parfois ça m'arrivait ici qu'il y a des personnes qui rentrent ici et me disent est-ce que vous avez les derniers sacs Saint-Laurent? Je lui dis non, enfin oui, j'ai des sacs Saint-Laurent, mais c'est plutôt une période qui va à ah non, je vous demande vraiment les sacs Saint-Laurent, voilà, d'il y a un an, voilà. Je dis non, je dis
c'est pas le bon lieu pour trouver ce type de sac. Mais pourquoi vous n'avez pas ce sac-là? Je dis, ben, écoutez, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que je me pose, c'est que même si parfois la personne, elle peut être intéressée, comment on peut dire, pour avoir voilà, la curiosité, je l'appelle la curiosité de rentrer, de regarder tout ça, mais ils ont vraiment, voilà, ils sont vraiment fixés sur cette chose-là. Et il n'y a rien qui les fait bouger aussi sur quelque chose qui peut être aussi faire partie de l'histoire. Oui, mais bon, de toute façon, il n'y en a pas pour tout le monde, donc ça tombe bien. Oui, hein. certes. Non, mais c'est vrai. Ils cherchent un sac moins cher que ce qui est en boutique. Ça, c'est de l'occasion, c'est plus. Oui, Voilà. Oui, non, mais de toute façon, dans le second marché, il y a plein de. Voilà, il y a toutes les typologies de. Il y a effectivement des gens qui cherchent le sac de l'année dernière. Il y a aussi ça. Je vous laisse aussi poser des questions si vous souhaitez les poser. Voilà. On est là aussi pour ça. Moi, le commentaire que je ferai à cette dernière conversation, c'est que ceux qui cherchent le sac de l'année dernière, ce n'est pas un collectionniste, c'est un consommateur. Basiquement, il est influencé par la consommation d'avoir le dernier modèle. Oui, c'est complètement différent. Oui, non, mais dans le vintage, nous on le voit avec les clients qu'on rencontre chez In-Situ. En fait, il y a tous les types de. Il y a des clientes qui achètent beaucoup de vintage, il y en a qui veulent juste une pièce, il y a des musées qui veulent acheter, il y a des collectionneurs qui nous achètent, il y a après, voilà, il y a tout type de. Non, mais je disais ça parce que qu'est-ce qui m'a touché, c'est pas un choc, c'est que m'a touché, c'est qu'ils n'avaient même pas parfois la curiosité de boire autre chose, etc. C'est vraiment quelque chose, c'est comme s'ils avaient vu les dernières pubs Saint Laurent, il fallait ces sacs-là et je sais pas. Oui, c'est plus le sac. Non, mais je parle du sac, mais aussi d'un vêtement. Mais je pense que même la marque Saint Laurent de maintenant, elle a quand même des références qui flottent dans les passés. Donc voilà, parfois on peut aussi avoir une espèce d'intérêt, et flotter un peu les passés, les présents, les futurs, les passés, revenir, etc. Mais il y a ça qui parfois ça m'interroge. Mais c'est quand même. Pour moi, ça reste quand même. Très personnel à moi. Sinon, la plus belle, enfin en tous les cas, une des plus belles marques qui reste encore avec un potentiel qui fait encore beaucoup rêver. Et puis surtout quand c'est un nom, quand on le prononce, ça évoque tout de suite un univers. Ça a beaucoup de valeur. Je pense que les films ont beaucoup participé aussi justement à ça. Et je pense que la personne qui cherche un sac d'il y a un an, c'est que juste c'est un problème de culture. Et moi, je pense elle connaît le nom, elle connaît la marque, mais c'est tout. Elle ne connaît pas l'histoire. C'est comme disait madame, c'est un consommateur qui se dit il faut avoir quelque chose de marque, et puis c'est tout, parce que c'est dans l'air du temps. Mais oui. Il y a vraiment un problème bien sûr, de connaissance culturelle. Oui. Je sais plus qui me disait il n'y a pas longtemps, mais il y a plein de gens qui, quand on leur dit Yves Saint Laurent, ils pensent à Elie Slimane. C'est normal, en même temps le temps a passé. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas connu. C'est une maison qui s'est arrêtée quand même de la façon dont on l'a connue, c'est une maison qui s'est arrêtée en 2002. Donc ça fait 20 ans, c'est normal. C'est normal. Les kids aujourd'hui, les jeunes n'ont plus cette culture. Après, il faut avoir effectivement la curiosité en tous les cas, ou alors d'aller dans les livres ou dans la documentation. Et je voulais savoir si vous aviez des bons rapports avec le Galliera et le Musée des Arts Dépôts, si vous leur aviez fait aussi des ventes, des dons. Non, je les connais à droite et à gauche, je les connais. Je les connais. Bon, je leur ai pas vraiment proposé, et puis comme je vous dis, pour l'instant, je leur ai pas proposé parce que je pensais que les marques, effectivement, étaient les mieux habilitées, les plus légitimes pour acquérir. Maintenant, dans ce qui me reste, j'ai encore envie que ça reste. J'ai encore des assez grands groupes de choses. J'ai certaines marques encore par plusieurs centaines de pièces où je préférais effectivement, j'ai mis très longtemps à le réunir, je préférais que ça reste ensemble, mais malheureusement ils n'ont pas des politiques d'achat très ambitieuses.
Et moi, je veux pas leur vendre 3 pièces pour leur vendre 3 Chez pièces. vous, vous les gardez sur des stoyates ou... Ah, c'est pas chez moi. Ouais. Ben Oui, c'est en général, oui, c'est principalement sur Saintes. Oui. Et ça s'abîme pas, forcément. Le poids. Ben, ça dépend des choses. Le chêne et trame, on arrive à le conserver assez bien. Bon, moi, j'ai pas la prétention de conserver les vêtements d'une façon muséale, hein, malheureusement. J'ai une grande série de robes de jean Muir, par exemple, les robes de jean Muir en jersey, ça clairement, il faut les conserver à plat. Il ne faut pas les laisser, voilà, il faut les conserver dans les tiroirs. Ben, c'est ce que font chez Chloé, par exemple, vraiment au patrimoine, ils ont énormément de choses allongées, c'est la façon, et à l'abri de la lumière, etc., à la bonne température. Moi, je ne suis pas un conservateur. Mais on voit quasiment plus rien passer de chez lui. Non, parce que je sais même pas si la marque est encore, exploitée. Je sais pas. Mais voilà, ça fait partie des marques que j'ai aimées beaucoup, que je trouvais très spécifiques et très, voilà. Mais bon, elle utilisait beaucoup ce jersey viscose très lourd. Et malheureusement, les robes qui sont sur Saintes depuis 40 ans, aujourd'hui, elles ont perdu leur forme. D'ailleurs, ton atelier, ton lieu de conservation, il était dans le Mézières, non? Quand tu avais la collection. C'est toujours dans le 10e là-haut à Goncourt. C'est le 10e, hein? Ouais. Pour l'instant, oui, c'est stocké dans un showroom professionnel. Ouais, effectivement, par exemple, concernant Sonia Riquet, tous les pulls sont dans les caisses, etc. Tout le problème de la laine, enfin bref. Voilà, c'est la conservation du textile, c'est un travail à part entière. À un moment donné, quand on pense qu'on n'est plus capable de le faire bien, je pense qu'il vaut mieux. Bon, ça a été un peu ça aussi. Voilà, c'est que ça me prenait tout mon temps, tout mon argent, toute mon énergie pour le faire à moitié bien, et à un moment donné. Mais j'ai pas de. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas de désir de propriété par rapport à ça. J'en étais quasiment sûr, et vraiment, j'en ai eu la preuve au moment où j'ai transmis, où je n'ai plus été le propriétaire de ces collections-là. Ça m'a pas du tout gêné, parce qu'elles restaient. Moi, le travail que j'avais effectué, c'était de réunir les pièces. Je n'étais pas le créateur des vêtements. Hein. Oui, mais tu n'as pas eu cette espèce de désir de rester, de garder la collection, mais tu cherches encore quand même. Donc, oui, la passion des. Voilà, ne se perd pas quand même. C'est quelque chose. C'est un domaine que je connais. C'est un truc qui nous amuse un petit peu, Angèle et moi aussi. Voilà, on s'amuse un peu avec ça, mais c'est plus un passe-temps. Et c'est beau aussi, que ça devient aussi une passion. Non, je suis content quand je trouve encore une pièce rare, je suis content. Et j'en trouve. Mais parce que vous savez à qui elle va plaire ou c'est pas non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais c'est plus pour conserver. Dans l'idée, c'est pour vendre. Alors effectivement, quand je trouve des pièces, par exemple des pièces de Yves Saint Laurent vraiment. Du début du prêt-à-porter, les 4-5 premières années, on va dire après, voilà. Celles-là, je les ai encore, je les ai mises de côté depuis que je n'ai plus cette collection, mais voilà, parce que ça va faire un joli groupe à un moment donné où je vais vouloir m'en séparer, mais après tout le reste, ça va chez In Situ, 100%. Est-ce que vous avez vu des gens qui faisaient des faux vintage, qui mettaient des étiquettes Saint-Laurent sur des... Oui, alors j'ai vu des. Ça malheureusement. C'était une question que j'étais en train de. Merci d'avoir posé. Ça c'est misérable, mais je l'ai vu. Je l'ai vu. D'ailleurs, on voit sur des trucs, sur les sites de vente d'occasion, même sur Vinted ou sur eBay, etc. On voit des vêtements et clairement, moi je suis capable de le voir. Et dans les accessoires. L'étiquette ne correspond pas. Et dans les bijoux aussi. L'étiquette ne correspond pas aux vêtements. Oui, ça arrive, mais bon. Ça c'est vraiment. Pardon? Surtout les fausses plaques Saint-Laurent sur les bijoux en ce moment. Franchement, je sais pas. Oui, parce que ça a tellement monté. Oui, bien sûr. Oui, je sais, moi ça m'est arrivé d'avoir des griffes qui disparaissent sur les vêtements. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on peut boire un verre si vous souhaitez, des prosecco.
dépression qu'ils ont pris. Bon. Non, moi j'ai rien à... Merci Je suis prêt à répondre, mais de toute façon, la conversation peut continuer autour d'un verre. Oui, d'une manière... Merci Olivier. Pas de rien, merci à vous. Voilà. Merci à vous. Oui. J'ai une question. Quand est-ce qu'ils ont supprimé, quelle année, enfin si vous le savez, quand est-ce qu'ils ont supprimé le livre devant Saint-Laurent? Le Yves devant Saint-Laurent sur la... Avec le Maintenant, Yves Saint-Laurent, c'est Saint-Laurent. C'est les Disney. Alors ça c'est Disneyland qui a fait Saint-Laurent, Paris, mais il y a eu des altermoiements. Yves Saint-Laurent, et Yves Saint-Laurent s'est appelé Saint-Laurent Rive Gauche pour prêt-à-porter à partir de 66, il s'est appelé Yves Saint-Laurent Rive Gauche à partir de 89. Et en 2000, en 2002 ou 2003, voilà, monsieur a appliqué sa méthode de base, c'est-à-dire sa méthode de marketing, de s'attaquer directement à la marque et au logo. Et ça, il l'a fait. Parce qu'il avait fait la même chose chez Dior auparavant. Hein. Ça s'appelait Christian Dior Monsieur et ça s'est appelé Dior Homme sur les. Et la couture s'est arrêtée quand il a arrêté en 2002, la haute couture. La haute couture s'est arrêtée en 2002. Oui, il y a eu un grand défilé rétrospectif à Beaubourg. Les clientes d'ailleurs, ça a été une saison de grosses commandes pour les ateliers. Beaucoup de clientes souhaitaient faire des réserves. Oui, ça s'est arrêté. D'ailleurs, M. Saint-Laurent avait fait. Il y a eu un communiqué de presse, il avait fait un rendez-vous avec son premier cercle et quelques journalistes, où il expliquait un petit peu qu'il souhaitait s'arrêter. En fait, il devait le faire. Et ça a été, pour lui, c'était, je pense que c'est un moment très émouvant. Quand on voit les images, c'est extrêmement émouvant parce qu'à ce moment-là, on se dit que c'est une première mort, en fait. C'est vraiment, on se dit, il va mourir. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Hein. Il est mort 5 ans après. Bon,